Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de CM on the Beach. On est ravis de vous retrouver, on est ravis de vous accueillir. Donc, nouveau lieu, nouvelle édition dans ce Palais Neptune de Toulon. Vous avez vu qu'au fur et à mesure des éditions, on se rapproche de la mer. On a bon espoir que dans une édition ou deux, peut-être, on remplisse notre promesse qui est de vous faire un événement réellement les pieds dans le sable. Mais ça, ce sera peut-être pour ce soir. La surprise nous le dira. En tout cas, bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition, bienvenue à Toulon. On va essayer quelque chose d'absolument pas prévu, mais j'aimerais bien vous demander une belle applause pour toute l'équipe d'organisation qui, depuis des semaines, travaille à vous accueillir et à vous offrir ce bel événement. Merci pour eux et de nouveau bienvenue. Alors on démarre sur les chapeaux de roue. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2023. Et donc, depuis, les choses ont bien changé, particulièrement dans l'univers social media. Les algorithmes, bien sûr, qui changent les fonctionnalités, mais aussi les comportements des utilisateurs, volatiles, multiplateformes, et avec des comportements qui changent en gros tous les 6 à 8 mois. L'IA également, l'avènement depuis ces 2 dernières années qui a quand même grandement rebattu les cartes, tant sur le management des stratégies de contenu, la production de contenu et même le community management en tant que tel. Alors bien sûr, tout ça représente de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux défis. Et donc, on va se questionner ce matin sur cette revue d'actualité pour savoir quelles sont les tendances social media qui transcendent un peu tous les secteurs d'activité, mais qui impactent le secteur du tourisme. Nous allons voir avec nos intervenantes et intervenants brillants les dernières fonctionnalités des plateformes, mais aussi les dernières actualités en termes de comportement, de format, de direction artistique, pour vous aider à y voir un petit peu plus clair dans toutes ces évolutions. Nous allons voir quels sont les nouveaux défis et puis comment y répondre. Et donc pour cette première heure, je suis ravi d'accueillir Marie Bachelin. Merci, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci Marie. Donc Marie qui est Brand Partnership Director chez Webedia Travel, et puis elle sera accompagnée de Jonathan Noble. Et bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là également, merci beaucoup. Merci à toi Jonathan d'être avec nous, donc qui est CEO de Swello. Et puis nous avons également Thibaut Loubert. Bonjour à tous, merci pour cette belle invitation, ravi de pouvoir participer à des conférences, non pas le lendemain de la soirée, mais le jour même, et c'est plutôt très agréable. Oui, c'est vrai que vous êtes dans la meilleure des solutions. Demain matin, ils auront un petit peu moins de chance, mais tant pis pour eux. Nous allons donc démarrer cette revue d'actualité avec toi, Jonathan, si tu veux bien. Et allez, puis c'est parti. Partir à la découverte des 8 tendances social media de 2025. Et merci beaucoup. Et oui, il y a pas mal de tendances cette année. Bon, comme chaque année, vous allez me dire, mais on va particulièrement en voir 8. En voici 4. Alors, je vais pas trop les détailler parce que vous allez avoir des ateliers pendant ces 2 jours qui vont les détailler. Donc, les 4 premières, c'est l'IA. Tu en parlais. L'IA au cœur de la création de contenu. Ça fait déjà quelques années que l'IA bouleverse un peu les réseaux sociaux, mais de plus en plus et de plus en plus vite. Et à mes yeux, ça peut faire peur, mais il faut tout faire pour en savoir plus sur ce sujet, pour en avoir le moins peur possible. Mais je n'en dis pas plus. Encore une fois, il y a des ateliers à ce sujet. L'authenticité, c'est c'est la deuxième tendance pour nous cette année. L'authenticité qui est à son prime. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on va rechercher de plus en plus, cette authenticité. Prendre des petits moments sur le vif. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre des stories, à faire des posts LinkedIn sur l'événement. Je me permets. Comme ça, n'hésitez pas à nous mentionner également. Mais avec ces petits moments d'authenticité, des partages d'expériences, c'est vrai que c'est la seconde tendance qu'on a pu détecter. Une troisième, l'employé advocacy, qu'on peut appeler également l'EGC, où les employés deviennent des ambassadeurs de votre marque, de votre destination. C'est aussi une grande tendance cette année, ça existe aussi depuis quelques années, mais plus le temps avance et plus on voit des marques, des destinations qui utilisent cette technique pour
avoir le plus de visibilité possible. Quatrième tendance, la prise de conscience sur les dangers de l'hyperconnexion, la santé mentale, c'est quelque chose de très très important, de plus en plus, autant de manière générale dans nos vies, mais surtout quand on est communicante, on a pas mal de choses à gérer et c'est vrai qu'il faut faire attention au niveau de la santé mentale. Je vous conseille d'ailleurs de suivre une personne qui s'appelle Thibaut Dumas, qui parle énormément de ce sujet-là, qui est docteur en neurosciences et qui parle de la santé mentale. Voilà, je referme cette parenthèse, mais je vous encourage à le suivre. Voilà les 4 premières tendances sur lesquelles je vais pas trop m'étendre et on va avancer maintenant sur les 4 autres où là, je vais passer un petit peu plus de temps. La 5e, du coup, c'est les hooks créatifs pour capter l'attention. Alors les hooks créatifs, déjà, qu'est-ce qu'un hook? Un hook, c'est les 3 premières secondes d'une vidéo. Dans le cas d'une vidéo, c'est la première phrase de votre texte. Dans le cas d'un post LinkedIn, d'un post sur Insta. L'idée de ces moments-là, de ces 3 premières secondes ou de cette première phrase, c'est de retenir l'attention du spectateur, de la personne qui va vous suivre dans votre communauté, et de le pousser à rester jusqu'à la fin. Vous le savez sûrement, en tant qu'être humain, on a un temps d'attention qui est très faible, et c'est vrai que maintenant, on doit utiliser ces hooks, on doit réfléchir à ces points d'accroche pour retenir l'attention de notre communauté. Alors quelques petits exemples, là d'ailleurs c'est un premier avec Leclerc du Pont-l'Abbé qui le fait très très bien, vous l'avez sûrement déjà vu, ça marche super bien à chaque fois. Donc leur technique, c'est qu'ils prennent une vidéo un peu virale, ils prennent les 3 premières secondes et après hop, ils font le même mouvement que la vidéo virale et ça arrive sur une promotion. Là je crois que c'est une promotion pour des pizzas XXL. D'autres exemples, mais plutôt tournée tourisme avec des posts sur LinkedIn en l'occurrence. On a une annonce à vous faire, préouverture ce week-end. Alors là, le post est ouvert, mais sur LinkedIn notamment ou sur Facebook, vous avez après le petit lien voir plus. Donc c'est ça aussi l'idée dans le cas de contenu textuel, c'est vraiment de donner envie au lecteur de cliquer sur ce lien voir plus. Donc voilà le premier exemple. Et le deuxième exemple, voilà, c'est aujourd'hui, c'est la journée mondiale du climat, l'occasion de mettre un coup de projecteur sur 5 avancées. Et après, si on veut en savoir plus, on a juste à cliquer sur voir plus et du coup ça attire l'attention pour aller un petit peu plus loin. Donc voilà cette 5e tendance, les hooks créatifs pour capter l'attention. Il faut vraiment bien réfléchir à ces 3 premières secondes, à cette première phrase pour capter l'attention de votre communauté. 6e tendance qui est un peu atypique, particulière, puisque on va parler des hashtags qui sont en déclin. Assez fou de se dire ça en 2023, il y a 2 ans, on n'en parlait pas du tout. Les hashtags c'était quelque chose d'important. C'est vrai que ça l'est depuis un peu la création des réseaux sociaux. Ça a été créé d'ailleurs par Chris Messina, si jamais vous voulez en savoir plus. C'est un Londonien à l'époque sur Twitter. Tout ça est arrivé et c'est vrai qu'en fait depuis cette année, la fin d'année dernière et cette année, on observe les plateformes sociales, notamment là Instagram, qui suppriment petit à petit des fonctionnalités qui étaient en lien avec les hashtags. Typiquement, ça c'est un message de la part d'Instagram. Suivre les hashtags ne sera bientôt plus possible. À partir du 13 décembre, donc ça y est, c'est déjà fait, les hashtags que vous suivez ne seront plus visibles dans votre feed et vous ne pourrez plus en suivre. Mais qu'est-ce qu'il y a à la place? Vous l'avez peut-être déjà vu quand vous allez sur l'onglet recherche. Maintenant, vous allez faire des recherches de mots-clés plutôt. Et c'est là où le référencement prend sa place, puisqu'on va parler plutôt de SEO social, avec notamment TikTok, avec Instagram, où on observe, et moi le premier, dès que j'ai envie de faire un restaurant dans une ville que je ne connais pas, je vais aller voir s'il n'y a pas un petit reel de présentation des 5 meilleurs restaurants, des 5 meilleurs brunchs sur Paris, voilà, etc., etc. Donc c'est vrai que le SEO est de plus en plus important. Les hashtags prennent moins de place. Là, moi, je vous ai beaucoup parlé de TikTok, je vous ai beaucoup parlé d'Instagram. Ce que j'aime bien aussi me poser comme question, c'est sur les autres réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Facebook. Est-ce qu'on utilisait déjà les hashtags ou est-ce qu'on les utilisait pour mettre un sujet, un mot en exergue, en avant? Voilà, donc je pense effectivement, et c'est une des tendances, on verra si elle se confirme, que les hashtags sont en déclin. Par contre, ce qui est intéressant et important, c'est que les algos analysent, on a marqué désormais, mais encore plus, les images, les descriptions. Pensez bien à remplir la balise alt, la balise alternative à la fois pour l'accessibilité de vos contenus, mais également pour la partie référencement. Et aussi, pensez bien à vos descriptions en mettant les mots-clés importants dans celles-ci. Donc là, on a pris un petit exemple de Sud de Val-de-Loire, avec voilà les plus beaux châteaux, avec le nom des châteaux, un site unique, les époques, sites historiques, etc., pour être bien référencé quand une personne qui va vouloir visiter écrira ces mots-clés, groupes de mots, dans les champs de recherche des réseaux TikTok, Insta, etc., etc.
Grosse tendance, c'est dommage. Enfin, c'est quand même un truc historique, je trouve, les hashtags. Donc voilà, mais ça va sûrement arriver. Allez, 7e tendance, 7e questionnement. Là, on est plus sur un questionnement. Vous l'êtes peut-être aussi. X, ça a été Twitter, ex-Twitter. Ça a été quand même un réseau social très présent en général sur pas mal de secteurs d'activité, sur le tourisme aussi. Quelle position avoir sur X? Je ne vais pas vous donner de réponse, je vais juste vous parler, vous donner des éléments des éléments de réflexion justement. C'est vrai que on a eu pas mal d'événements qui sont arrivés ces dernières années, l'arrivée d'Elon Musk, un rebranding, donc on ne sait plus Twitter, maintenant c'est X, de la concurrence avec du Blue Sky, du Threads, du Mastodonte et d'autres. Que faire? Où aller? Est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il faut partir? Voilà, j'ai pas la réponse. On va voir au fil des mois, au fil des semaines, ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des organismes, et notamment des offices de tourisme, qui se positionnent et qui partent. Je parle d'offices de tourisme parce que c'est notre sujet aujourd'hui, mais il y a des médias aussi, il y a des politiques aussi. Et à l'inverse, il y en a qui disent, mais si tout le monde part, en fait, il y aura pas de contre-exemple, il y aura pas de contre-argument dans tous les débats qui sont sur X. Donc, à voir. C'est vrai qu'on a du Blue Sky qui prend de plus en plus d'ampleur quand il y a une grosse annonce d'Elon Musk qui arrive. Il y a Threads, donc qui appartient à Meta, Meta qui a aussi WhatsApp, qui a aussi Instagram, qui a aussi Facebook. Donc ça pose d'autres questions. Un organisme une entité qui a quasiment tous les réseaux, ça pose aussi une autre question. Donc voilà, c'est à voir, à discuter. Ça pourrait être des échanges pour la suite de la journée. Un exemple pour autant, voilà un office de tourisme qui arrête X et qui a communiqué, donc Cabourg Pays d'Auge, qui nous dit voilà, on arrête notre présence sur X et qui justifie donc pourquoi il arrête sa présence sur X. Donc voilà, c'est intéressant de voir, en tout cas c'est intéressant, je trouve, nous tous ensemble, de se poser la question de que faire. Et votre avis m'intéresse, si jamais ça vous donne des pistes pour des questions tout à l'heure. Dernière et 8e tendance qui est très intéressante, c'est la croissance des micro-communautés sur tous les réseaux. Alors déjà, qu'est-ce qu'une micro-communauté? C'est un groupe de personnes qui ont un intérêt commun. On peut commencer déjà dans le physique avec des associations. Bon, c'est une micro-communauté. Aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est une micro-communauté. On est tous là sur des intérêts communs, sur des sujets communs. C'est par définition des espaces offrant, dans ce cas-là, dans notre cas, aux offices de tourisme, une nouvelle manière de créer un lien exclusif, et j'insiste sur le mot exclusif, avec leurs visiteurs. Ça permet de fidéliser une communauté, de bénéficier d'un fort taux d'engagement. Sur Facebook, on pourrait dire que c'est les groupes Facebook. Sur WhatsApp, maintenant on a des channels WhatsApp avec des communautés où on peut faire différentes rooms, room channels. Sur Instagram, c'est les communautés Insta qui marchent aussi très très bien. Donc voilà, nous on l'a testé. Alors sur Facebook ça marchait pas chez Swello. On avait essayé de faire une sorte de groupe de communicants. Groupe Facebook n'a pas du tout marché. Par contre, la communauté Instagram, c'est plutôt pas mal parce qu'on a pas mal d'engagement. Les gens peuvent interagir, liker, peuvent donner des commentaires, donner leur avis avec des sondages. C'est très rapide, ça envoie une notif directement en message privé. Donc les communautés Insta, moi je recommande. Sur WhatsApp aussi, on a un événement chez Swello et du coup, pendant cet événement, on a un groupe WhatsApp qui permet de communiquer avec les participants. Ça marche aussi très très bien. Donc ouais, la croissance des micro-communautés, c'est quelque chose que je vous recommande, en tout cas, d'étudier la question. Voilà, ça permet d'avoir aussi du contenu authentique, transparent. On peut prendre une photo, la publier. Il y a moins de réflexion stratégique, en fait. On peut mettre vraiment des choses un peu sur le vif, comme si on parlait à des amis, à notre famille, sur WhatsApp, sur Insta. Donc voilà, vous pouvez mettre des coulisses, des interactions pour poser des questions. Ça permet de se rapprocher de sa communauté. C'est vraiment très, très chouette. Allez, avant de passer les micros, je vais terminer sur les 3 dernières actus social media. J'en ai sélectionné 3 par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines, des choses qui peuvent un peu chambouler notre quotidien et votre quotidien en office de tourisme, enfin dans le tourisme. Vous l'avez sûrement vu, il y a l'arrivée d'Edits qui est une plateforme qui vient de Meta. Je rigole parce que c'est une nouvelle qui vient de Meta. C'est un outil d'édition qui veut concurrencer CapCut. L'idée, c'est vraiment pouvoir faire des montages de Reels à l'intérieur directement. Donc il y a différents avantages parce que vous avez déjà tous les codes d'Instagram qui sont disponibles. Vous pouvez mettre des sous-titres, vous pouvez suivre des tendances et ça vous permet également de partager la beauté de vos lieux, de vos destinations. Petite information sur quelle est la différence entre un CapCut et un Edits.
Je vous invite à tester, bien entendu. Mais sur Edits, vous allez notamment pouvoir enregistrer des reels sur lesquels, des reels que vous consommez. Vous êtes sur Insta, vous consommez des reels et vous dites ça c'est une bonne idée pour la prochaine fois, et vous pouvez les enregistrer sur Edits pour y revenir. Donc voilà, il y a des petits avantages. Après, on est un petit peu au début d'Edits, ça fait quelques jours. C'était il y a 2 semaines, 3 semaines que ça a été mis en ligne. Donc à voir ce que ça va donner dans le temps. Mais Instagram, comme d'habitude, se positionne clairement comme un concurrent de CapCut, comme quand ils ont sorti les stories pour concurrencer Snapchat, comme quand ils ont sorti les Reels pour concurrencer TikTok. Voilà, à chaque fois, ils prennent un peu ce qui fonctionne par-ci, par-là pour devenir de plus en plus puissants. Donc ça, c'était la première news avec la partie Edits. Sur TikTok, maintenant, ça aussi, c'est un petit peu nouveau, c'est clairement nouveau même. C'est la sortie de TikTok Shop en France. Donc, on le voit à droite, c'est la possibilité d'acheter des produits directement depuis le réseau social. Donc, pareil, ça réduit énormément de freins pour l'utilisateur. Pas besoin d'aller sur un lien, puis sur une plateforme, de créer un compte, etc. Enfin, en tout cas, ça enlève pas mal de barrières et ça permet donc d'acheter des produits. Les avantages, ça permet d'acheter des produits locaux, dans votre cas, directement. Et c'est encore un nouvel espace pour potentiellement travailler avec des influenceurs, des créateurs de contenu. Donc TikTok Shop, c'est assez intéressant. C'est tout nouveau, on n'a pas encore assez de recul. C'est déjà sorti dans d'autres pays avant nous, comme d'habitude, ce qui est normal. Mais du coup, voilà, petite tendance à suivre, petite tendance à regarder. Et enfin, vous avez sûrement dû le voir, la refonte de la grille des profils Instagram. Moi, je trouve ça pas si mal. Je sais que ça, en termes de communicante avec qui on a pu échanger, des fois, ça a un petit peu râlé parce que le feed était tout joli et maintenant, il faut tout l'arranger. Alors, il y a une petite option, si jamais, qui vous permet de déplacer la preview de vos images, de vos vidéos, etc. sur votre feed pour le rendre un petit peu plus joli suite à ce changement-là. Mais c'est vrai que maintenant qu'on communique beaucoup avec un format 4/5e et plus carré, on n'utilise plus trop le format carré, c'est plutôt pratique. Moi, je trouve ça pas mal. Ça permet en plus de faire du recyclage. Vous pouvez prendre des posts que vous avez sur Insta, les mettre sur d'autres réseaux. Je pense notamment à du LinkedIn qui accepte aussi très bien le format 4/5e. Bien sûr, attention, chaque réseau social a ses codes et a ses cibles, donc il faut adapter le message, mais ça peut permettre de recycler du contenu, donc c'est plutôt pas mal. On a plus de place puisque c'est plus grand, donc on a un impact visuel qui est renforcé, et dans votre cas, ça peut aussi renforcer l'identité visuelle locale. On voit vraiment de très jolies photos. En plus, on est dans le sud, la mer, les bateaux, le soleil. Quel plaisir. Voilà pour moi, et je te laisse la parole. Parfait, merci. Je te remercie beaucoup, Jonathan, pour cette revue d'actu. On a senti beaucoup de nostalgie lorsque tu as abordé le déclin des hashtags. Et de X. Mais, et de X. Effectivement. Et justement, sur X, juste un petit échange. C'est vrai que les offices de tourisme et globalement, les marques de tourisme s'en servaient beaucoup pour 2 choses. La relation client. On était directement interpellés. Voilà, c'était un complément d'outils d'accueil, d'information ou autre. Mais également pour de l'actualité B2B. Alors, il semblerait, mais peut-être que en deuxième heure, lorsque tu nous présenteras les résultats de l'étude, que la montée en puissance de LinkedIn, notamment, vient remplacer ce que nous cherchions sur X, sur cet aspect actualité un peu B2B. La relation client semble s'être déportée pour le coup sur Instagram. Est-ce que c'est des choses que tu identifies sans tout dévoiler de l'étude de tout à l'heure? Mais est-ce que les choses sont plutôt en train de se faire comme ça? Ce que j'allais dire, rendez-vous dans une petite heure et demie sur l'étude. Non mais oui, carrément. C'est ce qui se passe, c'est que sur LinkedIn, on voit clairement une montée avec un taux d'engagement aussi qui est très fort, parce que LinkedIn est un vrai réseau social où quand on interagit avec un contenu, ça le montre à notre communauté. Donc c'est un vrai réseau social, comme là on est en train de se parler. Vous allez sûrement en parler aussi à vos collègues, à des gens autour de vous, donc ça diffuse l'info. Donc LinkedIn, effectivement, on est sur du B2B et ça marche très bien. Et c'est vrai qu'on observe aussi Instagram qui prend aussi de l'ampleur. Oui, tout ce que tu dis est vrai. Maintenant, sur X, ce qui est compliqué en fait à faire, c'est de quitter le réseau social parce qu'on a déjà une communauté, parce qu'on a aussi cette nostalgie de se dire mais en fait ça marchait plutôt bien, puis j'avais des bonnes infos, puis il y avait quand même ces personnes que je suivais qui m'intéressaient. Donc en fait, si tout le monde ne s'y met pas, il y a toujours un doute, quoi. C'est pareil dans plein de sujets. Donc voilà, on sait pas trop, on va voir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'autres réseaux qui prennent de l'ampleur. Voilà. Super, merci beaucoup. On a compris que tu es nostalgique et que tu veux pas le quitter, c'est ça un peu le sujet. Pour la petite histoire, on a commencé ce vélo il y a 15 ans sur X, donc forcément, sur Twitter, ce qui n'était pas pareil. Du coup, un petit peu de nostalgie, effectivement. Super, merci.
Marie, avec toi, on va voir un petit peu, pas qu'un petit peu d'ailleurs, toutes les actus autour des tendances et des formats. Chez Webedia, vous avez une place de choix pour nous éclairer là-dessus. Super, allons-y. Tu me passes peut-être la petite zappe. Donc bonjour à tous. Peut-être pour démarrer en fait cette présentation, je vous ai remis une petite slide toute simple avec quelques chiffres pour vous rappeler en fait tout simplement l'importance de la prise de parole des destinations sur les réseaux sociaux et ce qui fait évidemment le parallèle aujourd'hui entre le voyage et les plateformes, c'est vraiment ce point commun sur l'envie de s'inspirer, l'envie de s'évader avec du coup une force de frappe de ces réseaux. 75% des répondants de ce sondage disent que c'est sur les réseaux sociaux qu'ils vraiment trouvent leur inspiration. Et ce qu'on dit souvent chez Webedia, c'est qu'en fait, le voyage commence toujours par un scroll et que si du coup la destination n'est pas présente sur les plateformes, en fait, elle n'existe pas dans tout simplement l'esprit des voyageurs. Je pense que je parle quand même à des convaincus ici dans cette salle, mais je pense que c'était aussi important de vous remettre peut-être en perspective quelques chiffres. Et alors pourquoi ça fonctionne et pourquoi les audiences du coup recherchent et commencent leur recherche de plus en plus sur Instagram, sur TikTok, et je crois qu'il y a un atelier en fin de journée sur le sujet également, c'est tout simplement parce que ça répond à leurs besoins d'authenticité, de sincérité, d'émotion. On s'inspire évidemment énormément de ce que font les créateurs de contenu, qui du coup sont vraiment le meilleur exemple d'incarnation, d'inspiration, d'amener de l'humanité et de l'émotion dans la force de leur message. Et puis je vous ai remis également, tout à l'heure Jonathan, tu parlais de 2GC, de Brand Advocacy, donc l'importance de faire parler aussi vos employés, vos collaborateurs pour diffuser vos messages sur LinkedIn. On voit que ça performe quand même beaucoup plus quand ce sont les propres employés qui diffusent des messages que quand c'est l'entreprise en elle-même. Et c'est la même chose sur les réseaux sociaux de manière générale avec la force de l'UGC, le User Generated Content, qui du coup est 6 à 7 fois plus influent que le contenu global des marques et qui du coup impacte davantage les consommateurs dans leur choix. Alors je vous ai mis 4 petits exemples de campagnes et de tendances tout simplement sur les réseaux sociaux. L'importance d'avoir un contenu incarné, une identité marquée. Nous on est souvent sollicités par des entreprises, par des marques dans le tourisme et dans d'autres secteurs qui nous demandent toujours est-ce que c'est vraiment indispensable d'avoir un incarnant. C'est sûr que c'est un coût évidemment supplémentaire dans une équipe de tournage, dans de la production, et systématiquement notre réponse est oui. Alors après, si vous avez besoin de faire évidemment un motion design sur un contenu très pédagogique, on va s'en passer, mais à partir du moment où on va vraiment diffuser une information, inspirer et amener les valeurs de la marque et de la destination, ça nous semble indispensable, quitte pour le coup à avoir une marge de manœuvre sur d'autres coûts au sein de la production, mais vraiment d'insister sur cette différenciation qu'un incarnant va pouvoir amener. Le deuxième exemple, ça vous en avez vu plein, vous en avez plein sur vos fils Insta, c'est cette trend vraiment autour des transitions. Donc voilà, si on a un message à faire passer aussi, c'est cette importance de soigner les transitions dans vos vidéos avec des choses très sympas. Je crois que Thibaut, tu as aussi pas mal d'exemples de ce que vous faites à Val Thorens, d'être réactif, de suivre les tendances et de pouvoir évidemment vous adapter par rapport à ça. J'ai pas voulu mettre de social pack parce que on n'en peut plus, on en a vu partout, mais c'est vraiment le genre de tendances qui peuvent bien fonctionner. Le troisième exemple, là vous avez Papsan, qui est un des plus gros streamers aujourd'hui français, donc très présent sur la plateforme Twitch, avec qui on a collaboré là pour Tourism Australia, dans le cadre d'une campagne qui célébrait les 10 ans du visa, du Working Holiday Visa. Et donc là, la campagne permettait à la fois d'avoir Papsan, évidemment, en live IRL, donc il a streamé pendant son séjour en Australie. Et puis après, on l'a fait revenir en studio avec un contenu là vraiment retour d'expérience incarné par lui, avec des vidéos également qui tournaient en fond d'écran et son témoignage, un espèce de testimonial sur sa visite dans le pays. Et puis le quatrième exemple, Brand Love, c'est la capacité de certaines marques. Là, vous avez un exemple dans un parc d'attractions avec Inox Tag et son ami qui profite beaucoup moins du roller coaster là, qui tombe un peu dans les pommes à côté. Donc c'est un contenu qui a cartonné pour le parc d'attractions où là vraiment on a l'émotion au sens
vraiment extrême du contenu. Ça veut pas dire que voilà, vous devez avoir des incarnants qui tombent dans les pommes à chaque fois que voilà que vous postez, mais pour le coup là, on est vraiment sur un partage d'expérience et des incarnants qui prennent la parole et qui font rayonner le parc. Alors, c'était avant ou après son ascension Ça, c'était avant. C'était avant. Donc, c'était la phase pour se préparer, d'entraînement. Alors, exactement. Ouais, okay. Alors, pourquoi on fait tout ça ? Peut-être aussi remettre en perspective en fait l'importance de ces prises de parole et d'être sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que on est convaincu que ça vous permet en fait de commencer à récolter des insights et d'avoir tout simplement une meilleure connaissance de vos audiences et de vos consommateurs, de vos visiteurs, et les travailler dans la durée, et notamment en fait avoir une stratégie de communication et un plan d'investissement média optimisé. À partir du moment où vous avez une communauté organique qui réagit, qui fonctionne, qui parfois répond, se modère, et ben ça vous permet peut-être de mettre des investissements médias sur du SEA, du SEO, etc., de compléter un petit peu votre stratégie de médias et de surfer sur cette base naturelle. Et du coup, le troisième point qui nous paraît également essentiel, c'est grâce à cette communauté, vous allez avoir vos meilleurs relais. On parlait du GC, vous allez avoir des ambassadeurs qui vont du coup pouvoir faire du bouche à oreille. Parfois même, j'ai un exemple en tête d'une campagne faite par les îles Féroé. Il y a quelques années où ils ont décidé, donc les îles Féroé, je sais pas si vous voyez, c'est des îles entre l'Islande et le UK, qui sont donc évidemment magnifiques et très nature, dans un souci vraiment de préservation de la biodiversité. Ils ont lancé une campagne il y a quelques années de Close for Maintenance, donc vraiment l'île s'est fermée. Ça a créé au début un raz-de-marée, un bad buzz sur les réseaux sociaux avec énormément de gens qui se sont plaints en disant mais comment est-ce qu'on peut fermer une destination ? Ça n'existe pas. Et en fait, à contrario, il y a eu un appel au volontariat avec des centaines de bénévoles qui sont venus, qui ont postulé et qui sont arrivés sur les îles pour justement préserver, rénover des chemins de randonnée, ramasser les déchets, etc., etc. Et il y a eu du coup tout un élan en fait qui a au contraire contrebalancé le bad buzz qui naissait sur les réseaux sociaux avec des communautés qui au contraire ont pris la parole, ont pris la défense, et c'est devenu une superbe campagne de préservation de la biodiversité des îles Féroé. Et puis le dernier niveau, et c'est pas forcément un enjeu forcément l'objectif ultime de votre présence sur les réseaux sociaux, ça peut être évidemment après une stratégie de monétisation de la communauté. Et là, du coup, vous avez dans votre boîte à outils de levier de com un formidable outil pour ouvrir à l'ensemble de partenaires. Je sais que Atout France est dans la salle, et c'est aussi leur stratégie à l'agence de pouvoir de plus en plus justement monétiser ses audiences et proposer des campagnes de collaboration avec un certain nombre de partenaires. Voilà. Donc tout ça c'est très chouette, mais ce qu'il faut surtout c'est pouvoir choisir son combat. Parce qu'on peut pas tout faire, donc plus vous saurez en amont en fait pourquoi vous êtes présent sur ces plateformes et qu'est-ce que vous en attendez, plus évidemment la stratégie éditoriale aura du sens et sera optimisée. Et pour ça, j'ai deux exemples qui permettent justement de montrer des campagnes qui ont bien marché parce que dès le début, il y a eu une clarification des objectifs et des enjeux des différentes entreprises. Donc là, vous avez le cas de Smartbox, qui du coup a une stratégie assez ambitieuse, notamment sur YouTube. On parle beaucoup de snack content, de plateformes Instagram, etc. YouTube, et tu parlais d'Inox, je pense que l'exemple de Kaizen, effectivement, a montré encore la force du 16:9 et des productions très long format. Et c'est exactement le parti pris de Smartbox qui, ils ont décidé, en fait, de travailler toute leur stratégie SEO sur Google à travers de la production de contenu sur YouTube. Donc ils basent en fait l'ensemble de ils utilisent toutes les requêtes et toutes les études qu'ils ont chez Google pour pouvoir du coup regarder quelles sont les tendances de mots-clés qui performent, activités de plein air, etc., cadeaux pour la fête des mères, et du coup créer des vidéos qui permettent de répondre et de remonter également sur Google grâce à ces contenus.
Et le deuxième exemple, c'est qu'ils ont lancé une chaîne YouTube multimarché, et sur chacun des pays cibles, notamment sur la France, ils avaient besoin d'avoir une production assez ambitieuse, long format, avec des créateurs de contenu. Donc là, vous avez Domingo, pareil, qui est un gros streamer, présentateur de popcorn pour ceux qui suivent un peu Twitch, qui est parti à Marseille, donc pas très loin d'ici, pour montrer justement toutes les expériences qu'on pouvait vivre grâce à Smartbox. Et le deuxième exemple d'à côté, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, c'est la stratégie de Port Aventura, qui n'a pas vocation forcément à gonfler ses communautés, et on n'est pas sur une course aux followers. Là, pour le coup, on est vraiment sur une qualité de relation avec un certain nombre de créateurs avec qui ils ont travaillé en fil rouge. Donc là, vous avez Inox, ils ont fait venir également Domingo. Une stratégie qui est vraiment basée là sur du contenu d'influenceurs, sur les communautés des influenceurs. On n'est pas, contrairement à Smartbox, sur une prise de parole en marque blanche sur leur propre compte. Donc c'est deux stratégies complémentaires qui vous montrent la force également de collaboration avec des créateurs de contenu. Une fois qu'on s'est dit ça, on s'était dit que ce serait aussi intéressant de regarder en quoi est-ce que évidemment l'IA aujourd'hui peut vous aider dans la création de ces contenus. On est encore, alors ça fait un petit moment qu'on parle évidemment d'IA, on est encore au début évidemment de cette révolution. Évidemment, tout le dosage va être de trouver le bon compromis entre garder son authenticité, son incarnation, tout ce qu'on vous a dit avec Jonathan avant, et puis quand même de gagner du temps et de la productivité grâce à cette techno. Grâce à cette authenticité augmentée que la technologie peut apporter. Donc là, je vous ai mis deux petits exemples. L'exemple de Lena, qui est une influenceuse complètement factice, c'est de l'IA, qui a été lancée par TUI en Belgique. Et qui a du coup suscité, je vous ai mis là un petit commentaire, AI goodbye, donc un certain nombre de rejets de la part des communautés. Donc ils ont mis un petit peu ça en stand-by. Lena est un peu rangée au placard, elle ressort de temps en temps, mais ils sont en train de faire des tests. Donc on sent que vraiment incarner une prise de parole à 100% par une IA aujourd'hui, c'est pas franchement encore la tendance. Et ce qu'attendent les consommateurs. Et sur la droite, je vous ai mis une production qui a été faite chez nous pour Allociné, où là vous avez la filmographie de Timothée Chalamet, donc qui a été faite 100% avec de l'IA en interne. C'était un premier test. Le rendu est quand même très quali, et clairement ça a fait gagner. Donc ça, c'est 3 heures de boulot, alors que d'habitude pour faire un contenu comme ça dans les studios chez Webedia, entre les allers-retours, etc., c'est plutôt plusieurs jours. Donc aujourd'hui, c'est plutôt sous cet angle-là que nous on utilise IA vraiment comme un outil formidable d'amplification de la créativité et de la productivité des équipes. Et donc en résumé, peut-être pour conclure cette intervention, les 4 messages qu'on aimerait faire passer, c'est évidemment ce besoin de proximité, d'incarnation porté par des créateurs de contenu qui vont amener cette authenticité. L'importance de miser vraiment sur votre communauté, qui va pouvoir être vos meilleurs porte-parole. N'hésitez pas à tester, à explorer, à faire de la veille, et puis à expérimenter de nouveaux formats, tout en gardant, c'est ça la difficulté, mais une vraie ligne rouge pour qu'on vous reconnaisse et qu'on sente cette sincérité et ce côté incarné. Et puis dernier message par rapport à l'IA, elle va pas remplacer vos équipes, elle va pas remplacer nos idées créatives. Par contre, elles peuvent vraiment nous faire gagner du temps et amplifier tout ce qu'on a à dire. Super, merci beaucoup Marie. C'est vrai que l'année dernière, on avait pas mal insisté, rappelle-toi Jonathan, sur ce droit à tester, et donc par conséquent aussi ce droit à se planter. Mais c'est un peu la condition sine qua non aussi pour maintenir cette
cette créativité. Quant à Léna, et pour l'incarnation pleine et entière par l'IA, visiblement, voilà, non, on n'y est pas encore. Jonathan est pas prêt. Et encore sur les hashtags, voilà, il faut qu'on soit vigilant. Ouais, je te remercie beaucoup. Il faut le ménager. Hein, on va faire gaffe. Thibaut, je t'ai pas présenté tout à l'heure. Tu es donc ancien directeur. Il faut s'en dire un petit mot. Ancien donc responsable marketing digital de Valto, mais futur nouveau responsable marketing digital de la DT de Savoie. Oui, donc là, tu es touriste aujourd'hui. Exactement. Mon Kaizen à moi, c'était de redescendre de Val Thorens, 2300 mètres d'altitude, et de venir jusqu'ici au niveau de la mer. Bon, écoute, c'est parfait. En tout cas, on est ravis de t'accueillir effectivement. Merci. Sur nos terres balnéaires, et avec toi, on va parler direction artistique. C'est vrai que Valto est beaucoup suivi aussi pour cette créativité, cette authenticité dans les contenus, et on aimerait bien que tu nous décryptes tout ça. Oui, tout à fait, merci. En effet, l'idée, c'était de vous balayer un petit peu en petit retour d'expérience. Donc, comme tu le disais, j'ai passé 10 ans à Val Thorens, redescendu dans les plaines pour rejoindre Explore Savoie, donc le nouveau CDT 73 dans les prochains mois. Et l'idée, c'était de vous faire un petit retour d'expérience, pas du tout d'être en donneur de leçons, mais vraiment de vous décrire un petit peu ce qu'on avait mis en place à Val Thorens. Et je pense que une des choses qu'on a mis en place nous permet aujourd'hui de bien répondre justement à l'ère de l'algorithme et de l'IA. La première réponse, c'était de donner carte blanche à nos équipes, de vraiment leur dire comment dans cet univers social media, comment en recrutant des experts, on fait confiance aux équipes. Pour pas que, en discutant avec des homologues régulièrement, c'est vrai qu'il y a souvent des contenus qui sont validés 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis on vient perdre la trend au final, le temps d'avoir fait les multiples validations dans ce millefeuille administratif qui peut être au-dessus des community managers. Donc vraiment, l'idée, c'était comment on arrive à garder une DA qui soit pertinente, qui soit humaine, à l'ère justement des algorithmes et de l'IA. Nous, à Val Thorens, comment on a utilisé l'IA, c'était de se dire qu'on avait la possibilité de rajouter un membre de l'équipe. Comme tu le disais tout à l'heure, je pense pas que vraiment l'IA va remplacer les équipes, mais qu'on a vraiment la possibilité de faire rentrer un nouveau membre d'équipe pour justement aller vendre nos idées aussi au-dessus de nous, à nos directions, pour aller plus loin dans les projets. Je pense que quand on se pose aussi la question algo ou humain, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est comment on arrive à poster des contenus qui plaisent à tout le monde. On parle de l'algo, ici une vidéo prise depuis mon balcon 7h du matin, et puis à droite une vidéo un peu plus léchée avec un petit robot qui tire Tom et Emma, qui sont mes enfants, que j'ai mis à contribution pour justement faire la promotion de ce petit robot autonome de déneigement avec qui on était en partenariat. Et donc, quand on crée ces contenus-là, quand on crée des contenus qui sont avec une telle valeur ajoutée, et ben en fait, il faut qu'on aille rapidement sur les étapes de validation. Et c'est ce que je vous disais sur la capacité à donner carte blanche aux équipes quand on construit des scénarios. Et par exemple, des scénarios comme celui qui est à gauche, qui était un suivi de trends, avec une chanson que je vais pas vous chanter. 1, parce que vous allez la garder en tête, et 2, parce que mes talents de chanteur ne pourraient pas me le permettre. Mais en tout cas, l'idée, c'est que quand on a fait cette vidéo et puis celle du Père Noël à droite, on a été demandé à l'IA de nous sortir des plans supplémentaires en lui disant, voilà, on a prévu tel et tel plan sur ces vidéos-là. Comment toi, tu verrais par rapport aux trends, par rapport à ce que tu connais des réseaux sociaux, comment tu vas pouvoir augmenter notre scénario. Et puis, on arrive aussi à sortir des idées qui sont à la fois pour plaire à l'algo et aux humains. Par exemple, l'affiche qui était à droite et qui est vraiment en fait le descriptif en fait de la réunion et de comment elle s'est passée, c'est qu'au début on voulait mettre une photo de ski pour dire qu'à Val Thorens on peut skier de novembre à mai, et puis en fait on n'a pas trouvé la photo qu'on voulait, donc on a écrit ce texte, etc. Et donc ce texte-là, on s'est servi aussi de l'IA pour
le faire retravailler, pour l'améliorer, pour que justement tous les mots soient le mieux placés dans ces contenus-là. Et puis, on va arriver sur des photos comme celle qu'on a faite au milieu, qui là, pour le coup, il n'y a pas d'IA. Il n'y a pas un seul brin d'IA, si ce n'est, on a effacé un peu nos traces de chaussures de ski sur l'arrière-plan, mais sinon, il n'y a pas d'IA, on s'est vraiment déplacé. Par contre, on lui a dit, OK, si on doit créer une affiche en disant, avec le claim, c'est pas un peu tôt pour penser à l'été, quels sont, d'après toi, on a utilisé ChatGPT en l'occurrence, quels sont, d'après toi, les éléments qui sont indispensables sur ces photos? Bien sûr, le parasol, on n'est pas bête, et même si on est perché, on voit de la neige 8 mois par an, on pense quand même au parasol pour l'été. Mais il y a des petits détails où il nous a dit, tiens, des jeux de plage. Tiens, on n'a pas de jeux de plage, par contre, on a une petite pince à boule de neige qui peut faire penser aux jeux de plage. Et donc, toutes ces petites choses ont fait que on est passé de 5 membres d'équipe à 6 membres d'équipe, puisqu'on avait en fait un membre qu'on pouvait questionner pour améliorer ces contenus-là. Si on descend un petit peu plus sur les mutations, on va dire, après avoir fait une grosse parenthèse sur l'IA, sur les mutations pour les territoires, nous, l'idée et ce qu'on a vu dans les choses à mettre en place, il y avait 3 choses: émerger, incarner et engager. L'idée d'émerger, c'est comment, dans un flux qui, pour nous, est totalement saturé, comment on arrive à affirmer une identité éditoriale qui soit forte et singulière. Ça, c'est le petit pas de côté qu'on fait et qu'on sait faire à Val Thorens, toujours encore une fois en donnant carte blanche aux équipes. Ensuite, la deuxième, qui pour moi est une mutation, voire plutôt une tendance, et qui est forte aujourd'hui, c'est comment on incarne, on l'a vu là sur les 2 autres prises de parole, comment on arrive à donner un visage humain à la destination. Moi, je mets un petit bémol, c'est le jour où on se sépare du ou de la community manager, comment on arrive à transformer un petit peu l'essai pour personnaliser, mais peut-être pas personnifier, ou en tout cas faire très attention à ça. Et puis la dernière chose, c'est comment on arrive à créer du lien durable avec la communauté. Jonathan en parlait sur les micro-communautés pour valoriser l'échange, la proximité, et puis bien sûr la confiance. T'en parlais aussi, on a eu 2 crises à gérer à Val Thorens cet hiver, et c'est assez plaisant quand les communautés viennent prendre notre relais, ou en tout cas viennent prendre notre défense sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on arrive par l'engagement et la création de liens durables. Pour les enjeux, le premier, c'est vrai que l'hypersaturation de l'espace digital touristique, je pense que nous, en tout cas, en tant que destination touristique hivernale, on est un peu tous sur sous le même plan. On poste des photos de neige, on poste des photos de flocons qui tombent du ciel. Et c'est vrai qu'il y a une concurrence qui est vraiment très forte entre ces destinations. Et puis, une fatigue des audiences qui est très forte face au message un peu générique de se dire, tiens, c'est un beau virage carte postale, un énième virage carte postale. Et c'est pour ça qu'on a une nécessité vraiment d'avoir une vision créative qui soit éditoriale forte. Pour les tendances un petit peu à intégrer, l'émotionnel, je crois qu'on l'a beaucoup dit, l'émotionnel dans la voix de Jonathan quand il parle des hashtags, de l'émotionnel quand on parle de ce qui a pu mettre des boîtes comme Smartbox. Il y a vraiment ce côté, comment on fait peut-être moins de posts, mais comment on arrive à mieux les produire, ou en tout cas à les rendre beaucoup plus immersifs. L'incarnation du territoire, je l'ai dit juste avant, donc c'est un peu une redite, mais comment on arrive à faire parler des visages, comment on arrive à faire parler des gens du territoire, des personnes qui travaillent sur le territoire, aussi via de la micro-influence. Et puis après, vraiment ce côté community manager qui soit un petit peu community designer pour pas forcément que répondre aux questions, mais aussi concevoir une vraie relation. Petit tour sur les messages, en tout cas sur les formats à privilégier, mais je crois qu'on en a déjà pas mal parlé. Nous, en tout cas, ce qu'on a mis en place, c'est les stories pour la spontanéité. Je me lève le matin, il y a des flocons qui tombent, je le mets en story. Les réels, beaucoup plus sur la viralité. Les longs formats, que ce soit TikTok ou YouTube, c'est des formats qu'on n'explore pas forcément par manque de temps aussi. Plus sur la profondeur, on va dire, des messages, comme des vidéos comme Kaizen, justement, sur ces longs formats-là. Et puis, tout ce qui est podcast et IA vocale, qui sont, à mon sens en tout cas, des sujets qu'il faudra explorer pour les destinations dans
dans les mois à venir. Sur l'IA et destination, comment on s'en sert à Val Thorens? Automatiser les FAQ et les DM, ça c'est vraiment des choses où en fait il n'y a pas trop de valeur ajoutée à ce que ça soit un humain qui vienne répondre à des questions. Donc c'est vrai qu'on a un script, donc un petit GPTs à Val Thorens qu'on interroge régulièrement, qui a toute la base de connaissances de la destination et qui, quand une personne vient demander quelles sont par exemple les différentes activités à faire pour une famille avec 2 enfants, eh ben on va copier-coller cette question-là dans un script pour justement arriver à avoir une réponse qui soit la plus pertinente possible. Comme je le disais, l'IA pour gagner du temps sur la création de contenu, pour faire valider les idées un peu au-dessus de nous. Et puis, je crois que c'est un peu le discours qu'on avait un peu tous sur l'IA, c'est la ligne rouge. Attention à pas désincarner le lien humain. L'IA, à notre sens en tout cas, doit rester presque un peu caché, ou en tout cas pas forcément visible du grand public, parce que je suis pas sûr que nos clientèles y soient bien prêtes encore. Il y avait encore des slides. Pour les territoires de demain, c'est pour conclure, mais le rôle éditorial qui doit être assez fort, pas forcément que promotionnel, construire une relation incarnée, on le dit depuis tout à l'heure, et puis explorer l'IA sans venir sacrifier l'authenticité. Décidément. Ça, c'est encore des redites, donc je peux les passer. Merci, merci beaucoup Thibaut. C'est vrai que l'un et l'autre, Marie et Thibaut, vous avez beaucoup parlé d'incarnation et c'est vrai qu'on a du mal parfois à faire la distinction entre incarnation et personnalisation, d'autant que la personnalisation pose effectivement des problèmes. Alors non seulement effectivement sur un potentiel risque de turnover ou autre, mais il faut aussi avoir, au-delà de la créativité, la personnalité pour personnaliser, c'est-à-dire s'afficher soi-même, son visage, son corps, ses attitudes. C'est encore autre chose. Pendant que, je crois, les micros vont circuler pour que dans l'assistance, il puisse y avoir quelques échanges avec vous. Est-ce que vous voulez bien nous dire un petit mot sur comment on peut s'y prendre effectivement pour réaliser cette incarnation sans tomber dans la personnification? Je ne vais pas forcément donner la réponse, mais en tout cas, je pense que c'est un vrai sujet et qui est un sujet très difficile à mon sens parce que quand tu fais un entretien d'1 heure, comment tu vas jusqu'au bout de dire est-ce que vous êtes OK pour vous mettre en avant, pour que ce soit vraiment vous qui incarniez ce sujet-là. Donc je pense que c'est un vrai questionnement qu'il faut que les destinations elles aient, mais j'ai pas la réponse, donc je vais passer le micro à Jonathan qui, je suis sûr, va nous parler de hashtag. Effectivement, je n'ai pas la réponse non plus par rapport à tout ça. Non, la seule chose que je peux dire, je pense juste que dans les nouvelles générations, il y a aussi un peu plus l'habitude de se montrer avec son téléphone. De mon côté, j'ai 30 ans et par exemple, j'ai du mal à le faire. Par contre, en dessous, mes équipes qui sont plus jeunes que moi, qui ont moins de 30 ans, ont pas du tout de mal à le faire. Et du coup, je suis là et je me dis, OK, en quelques années, ça a totalement switché. Et du coup, voilà, donc dans les recrutements, des fois, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Et il faut adapter après la stratégie derrière, puisque c'est pas une obligation de se montrer quand on travaille sur les réseaux sociaux. Mais après, il y a plein d'autres moyens, méthodes. Mais c'est vrai que la question, ce serait de dire, si la personne qui était là avant se montrait, comment faire maintenant avec la nouvelle personne qui ne veut plus se montrer. Donc voilà, il y aura quand même une transition à faire, mais ça peut se faire et... Voilà, je l'ai pas. Après, je pense que c'est aussi toujours une question un peu de dosage. Ouais. Et qui dit incarnation dit pas forcément une seule personne. Ça peut aussi être, aussi, tu vois, par rapport à l'humanisation des contenus que tu amènes, par rapport à des partenaires que vous pouvez aussi montrer dans les contenus, par rapport à un crew, on va dire, de créateurs ou de partenaires que vous pouvez mobiliser, qui vont chacun aussi valoriser une thématique en particulier et amener un point de vue un peu différent, pour pas être dépendant, effectivement, de la personne le jour où elle s'en va. Donner la parole à vous, à l'audience, si vous voulez poser des questions. Alors c'est vrai que l'incarnation passe aussi beaucoup par le ton, par une vraie signature éditoriale. Et puis après dans l'image, on peut aussi utiliser quelques subtilités, comme par exemple la prise de vue à la première personne.
où on est dans les regards d'eux, mais on n'est pas en face d'eux. Enfin bref, voilà, effectivement, il y a plusieurs choses qu'on va fouiller tout au long de cet événement. Alors, une première question? Oui, je vous en prie. Oui, bonjour. Merci pour tout ce contenu. David Gonçalves, donc je suis directeur de l'Office de tourisme de Bormes-les-Mimosas. Je voulais partager avec vous une information que j'avais eue à Pau l'année dernière au e-rencontre du tourisme sur Anne Kerdy, l'intelligence artificielle bretonne, voilà, qui représente la Bretagne. J'ai trouvé à la fois la démarche très audacieuse, justement, pour le type de commentaires que vous nous avez partagé. Est-ce qu'on est déjà prêt à avoir une représentante de destination qui n'existe pas? Et en même temps, voilà, la présentation était hyper intéressante parce que l'intelligence artificielle était sollicitée sur des événements réels pour promouvoir les événements. Donc, voilà, ça apporte une certaine mixité, mais en même temps une confusion peut-être. En tout cas, ça avait l'air de bien marcher. Voilà, donc je voulais savoir si vous en aviez entendu parler, ce que vous en pensiez par rapport au contre-exemple de TUI que vous avez mentionné. Merci. Alors, oui, on en a parlé justement dans la préparation de cet atelier avec toi, Jean-Patrick, notamment. Et volontairement, on a mis cet exemple du TUI Belgique pour un peu contrebalancer et qu'on n'ait pas, voilà, toujours le même case. L'intérêt avec ce case sur TUI avec la Belgique, c'est de montrer que justement, ils ont tenté et qu'ils ont mis en pause et que voilà, ça a suscité des réactions qui n'ont pas été forcément très très bonne à date. Petit partage d'expérience sur Anne aussi. J'ai eu la chance de faire une intervention avec son créateur. C'est une agence qui est derrière et c'est un homme aussi qui est derrière. C'est très intéressant parce qu'il a cette volonté de ne pas alors ça va être bizarre, mais de ne pas la contrôler dans ses mots, dans ses paroles. C'est-à-dire que c'est vraiment une intelligence artificielle. Vous lui posez des questions et les réponses qui sortent, c'est celles qui sortent, quoi, voilà. Et donc c'était une conférence sur l'IA et on lui avait demandé qu'est-ce qu'elle pensait de ChatGPT. Elle adore. Mais du coup, c'était assez intéressant de voir comment ça fonctionnait derrière. Pourquoi? Donc pour mettre en avant effectivement ce territoire, la Bretagne. Je pense que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, ils sont beaucoup plus avancés sur ça. Il y a des influenceurs, des créateurs de contenu full IA qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Nous, c'est vraiment tout nouveau encore. Mais je trouve que Anne Kerdy le fait plutôt bien. C'est annoncé. Enfin, ça se voit très bien que c'est de l'IA. Pour autant, ça met en avant aussi des événements qui sont sympas pour prendre soin des plages, pour tel ou tel événement. Donc voilà, ça grandit petit à petit. Après, est-ce qu'on est prêt, nous, dans notre culture, dans tout ce qu'on connaît, à faire confiance à des IA, des créateurs de contenu IA? C'est en cours et on l'a vu. C'est en cours. Oui, c'est vrai, d'autant que tu as beaucoup insisté dans ta partie sur ce besoin et cette recherche d'authenticité. Évidemment, on fait une expérience de pensée, mais avec un community management, donc une réponse aux commentaires, aux DM, etc., qui pourrait être demain. Alors, tu passes encore par un GPT, donc avec un contrôle humain. Mais on pourrait imaginer une automatisation. Alors, si le contenu est créé, posté par les IA, les réactions, etc., on voit bien que dans l'expérience de pensée, ça fonctionne pas. Et tout ça pour dire qu'en fait, tout se trouve aussi dans la nuance. C'est-à-dire qu'un compte marque, qu'il soit de destination ou marchand, n'est pas nécessairement un compte influenceur. Et donc, la bascule d'un contenu marque vers un contenu influenceur ou l'hyper-incarnation, que ce soit pour TUI, pour Anne Kerdy ou autre, c'est pas aussi nécessairement ce qu'on vient chercher sur vos plateformes et à travers vos contenus. Donc, ça peut être, comme c'est envisagé, par exemple, à Val Thorens, peut-être que l'une des solutions, c'est d'en faire un des membres de l'équipe, l'une des incarnations qui peut être ciblée sur des événements, sur autre chose. Donc, ça peut être certainement un mix des deux, au moins le temps que tout ça prenne forme aussi, et puis qu'on voit quel est le retour réel des communautés par rapport à tout ça. Mais effectivement, je pense, on peut au moins, je pense, s'accorder là-dessus, que le switch on-off, voilà, d'une bascule totale vers laisser le compte, vers une bascule vers pour le coup, une incarnation via l'intelligence artificielle, et peut-être pas ce que les personnes viennent chercher lorsqu'ils suivent les plateformes de Bormes-les-Mimosas, voilà, pour prolonger votre exemple. D'autres questions, remarques, retours d'expérience pour nos intervenants? En plus, j'ai un petit peu
la lumière dans les yeux. Ouais, super. Ça y est, je vous ai vu. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis community manager au comité du tourisme de la Dordogne. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, nous, on a mis en place depuis peu un chatbot conversationnel, pareil, qui est alimenté par l'IA et aussi par notre base de données départementale, par le CIRTACI, et par des collègues derrière, justement, qui vont l'alimenter. Et on a mis ça en place depuis 2-3 semaines. Donc, on va voir aussi les retours. C'est un personnage, c'est une sorte de petite fille. Enfin, elle s'appelle Lily. Elle a été créée donc par une agence et par mes collègues et par les idées de notre directeur. Et après, on va voir comment ça se passe, parce qu'il y a quand même la partie humaine derrière. On est là pour l'alimenter, pour répondre. Elle prend pas en effet la place, de quelqu'un, même s'il y avait quelques craintes. Et moi, j'ai fait le sondage sur Instagram avec quelques illustrations. J'ai fait 3 propositions et personne, pour l'instant, n'avait proposé par rapport aux photos que ça allait être un chatbot conversationnel avec les créations qu'on avait mis en place. C'était plutôt, j'avais proposé une aventurière et puis non, c'était pas la réponse de chatbot, mais on n'a pas reçu pour l'instant trop de mauvais retours et ça va être, je pense, à nous de nous adapter, voilà, comme vous dites, à ce qu'attendent les personnes sur notre site. Elles viennent vraiment en complément et elle va donner l'information quand nos bureaux sont pas ouverts, et il est en 4 langues, je crois aussi. Donc on s'est lancé, puis on attend de voir comment les visiteurs vont s'approprier l'outil et l'utiliser. Ouais, et je vais voir ce que vous en pensiez. Voilà, aussi. Alors, merci pour ce retour d'expérience. Je me permets juste de paraphraser un tout petit peu. Donc, vous avez mis en place un assistant conversationnel sur le site internet. Oui, sur la homepage. Avec pour objectif, de venir compléter ce que vous pouvez faire en termes d'accueil à distance, d'accueil numérique. Et donc, cet assistant conversationnel, vous lui avez donné un nom, une petite identité graphique. Et donc, ce que vous avez fait ensuite, c'est aller saisir une opportunité pour dire, cet assistant conversationnel, finalement, pourrait aussi s'exprimer sur les réseaux sociaux, et ça s'est fait dans ce sens, c'est ça? Oui. Ouais. Et donc du coup, on vous demande un petit peu, portez votre regard sur ça. Très bonne idée. Non, je pense qu'il y a un sujet aussi qu'il va falloir travailler sur ça. C'est quoi les KPI en fait derrière aussi. C'est comment on se dit au bout d'un an. Ce projet-là, c'était un succès ou pas un succès. Et c'est ça aussi qui va être, je pense, dans l'accompagnement que les agences vont faire auprès des destinations. C'est comment on se convainc dans un an que oui, c'était la bonne solution. Est-ce qu'on va interroger les clients de manière régulière sur ce qu'ils pensent de la qualité aussi de la réponse qu'ils ont reçue. Je pense qu'il y a un vrai sujet aussi là-dessus sur comment dans un an on prend du recul et on arrive à se dire ok, c'était le bon sujet. Ça fait écho avec un projet qu'on avait lancé à l'époque où ils ont sorti le Google Home, où on avait sorti ce projet-là d'assistant vocal, où on avait un Google Home qui était en extérieur devant l'office de tourisme et qui répondait à des questions. C'était il y a 4 ans, le public était pas du tout prêt. Foirage total, d'où le test and learn, parce que on a appris, on a essayé et c'était génial, mais il y a vraiment ce côté-là où il y a des moments où entre la vision que nous, communicants, on va avoir d'un côté, et puis comment le grand public en France va être prêt à avoir tel ou tel truc, c'est vrai qu'il y a plein de sujets sur... il y a l'IA, il y a les masques virtuels, il y a plein de sujets où on voit plein de belles conférences aux US, et puis en fait en France, est-ce que nos grands publics y sont prêts? Je suis pas certain. Donc je pense que vraiment l'analyse est aussi de se dire et de prendre le recul, de se dire c'était trop tôt ou c'est pas comme ça qu'on le voulait, et d'accepter l'erreur et de se dire que on est ok avec le fait que ça ait pas marché. Je pense que ça va être important dans ce test and learn à faire. Et peut-être pour compléter ce que tu dis, je pense qu'effectivement, là, l'IA, en fait, amène un champ des possibles énorme par rapport à ce qui existait avant. Les chatbots, ça existe depuis longtemps. Ça a déjà été utilisé pas mal sur du FAQ, etc. Mais sans la brique d'intelligence artificielle pour nourrir, en fait, les réponses, ça restait très limité. Donc là, je pense qu'en fait, vous lancez ça au meilleur moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la machine, elle va pouvoir se nourrir et vraiment amener une vraie valeur ajoutée. Et puis ce que je trouve intéressant dans votre partage, pour rejoindre un petit peu ce qu'on disait sur pourquoi avoir une communauté, c'est cet aspect un peu d'A/B test
et de faire réagir la communauté, quelques happy few ou happy many d'ailleurs si vous avez une grosse audience, mais et du coup considérer voilà ces ambassadeurs et ces followers comme des gens qui vont pouvoir voilà amener leur petite touche, se sentir un peu privilégiés aussi, de découvrir des choses un peu en exclu et puis vous aider à améliorer vos contenus. Donc super. Merci. Je me demandais aussi, comme Thibault le soulevait peut-être, est-ce qu'il faut que de temps en temps, justement, je demande peut-être sur les réseaux ce que les utilisateurs justement en pensent, peut-être de temps en temps, et est-ce qu'il faudrait aussi, comme je trouve que les illustrations graphiques étaient assez, enfin ça permettait peut-être d'humaniser l'outil, peut-être, je sais pas, aller après écrire, je sais pas, une sorte de petite histoire, enfin incarner le personnage peut-être de plus en plus pour enlever peut-être le côté un petit peu robot et artificiel, l'humaniser un peu pour donner envie peut-être à ceux qui seraient un peu réfractaires. Je sais pas, enfin, je me suis interrogée pas mal. Je pense que oui, si vous avez la possibilité de pousser le concept jusqu'au bout, allez-y. Ça, c'est sûr. Et après, sur la partie feedback, je pense qu'en effet, c'est des remontées d'informations qui vont vous aider à co-construire avec vos communautés un outil de plus en plus performant, puisque c'est ça aussi l'idée de l'IA, c'est que l'IA avance très vite en parallèle de ce que nous, on met en place comme projet. Et donc, c'est vrai que le feedback, à mon avis, des utilisateurs est super important. Merci. En plus, j'ai de super intervenants qui me permettent de faire la transition et le teasing de la prochaine heure, parce qu'effectivement, en deuxième heure de ces ateliers experts social media, on va beaucoup parler effectivement de KPI. On va se poser la question en fait en ces termes, jusqu'où faut-il aller pour avoir un engagement réel et concret comme les îles Féroé et d'autres exemples qu'on va voir tout à l'heure dans l'engagement qu'on souhaite avoir, que le secteur du tourisme souhaite avoir vers une transition à un tourisme responsable. Il en va aussi de la durabilité au sens propre du terme de ce secteur d'activité, donc un enjeu de long terme, mais un enjeu très important aussi. On va se poser aussi la question de jusqu'où faut-il aller pour justement avoir des performances social media, donc sans tomber dans la machine de je réponds uniquement aux besoins de mes communautés, voire même de l'algo. Donc on va continuer un petit peu du coup à fouiller ce sujet-là tout à l'heure sur la deuxième heure. Je vous remercie pour cette première heure passée ensemble. On vous donne rendez-vous bien sûr avec nos sponsors et nos exposants au premier étage. On vous souhaite une bonne pause. Vous avez du café, de quoi vous resterez un tout petit peu évidemment sur les plateaux également. Merci et à tout à l'heure 11h30 pour la deuxième conférence.